Juste à l'ouest de la jeune ville de Flagstaff, sous un ciel constellé d'étoiles, s'élèvent de denses forêts de pins qui progressent vers l'horizon comme une marée immobile. Au sommet d'une modeste mesa, protégée par un dôme, reposent les instruments d'un observatoire qui semble veiller sur les secrets du firmament. Là, en l'an 1909, alors que la nuit avait déjà envahi le paysage, une silhouette solitaire travaillait entourée de certains des équipements astronomiques les plus raffinés de son temps. Il s'agissait de Percival Lowell, et son regard était rivé sur Mars. Homme d'affaires fortuné et rêveur infatigable, Lowell avait fondé cet observatoire mu par une passion absolue de la planète rouge. Le bâtiment, érigé au sommet de la future colline de Mars, abritait un télescope de 60 cm d'ouverture, le premier installé en altitude avec l'objectif spécifique d'étudier Mars. À plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'atmosphère était plus limpide et le ciel se révélait une clarté exceptionnelle. Depuis son siège d'observation, le télescope pointé vers le firmament et un carnet posé sur les genoux, il examinait la surface martienne à une époque antérieure aux premières images détaillées d'autres mondes. Ce qu'il crut distinguer était extraordinaire. Sur le terrain rougeâtre, il vit de longues lignes droites qui le traversaient d'un bout à l'autre, certaines simples, d'autres parallèles, formant un réseau en apparence organisé. En certains points, ces lignes convergeaient vers des taches plus sombres qu'il interpréta comme des oasis. Il observa même des zones qui semblaient s'assombrir et s'éclaircir au rythme des saisons, comme si une végétation martienne croissait et se fanait au fil de l'année. Comment interpréter un paysage aussi complexe ? Pour Lowell, il ne pouvait être le seul fruit de la nature. Homme de son époque, en plein air d'empire, d'industrie et de grandes infrastructures, il parvint à la conclusion que seule une civilisation intelligente avait pu tracer ces gigantesques ouvrages d'ingénierie. Il imaginait les Martiens comme une société avancée mais en crise sur une planète qui se desséchait lentement. Pour survivre, ils auraient canalisé la fonte des calottes polaires vers des villes et des terres fertiles situées à des latitudes plus basses. Dans son esprit, Mars était un monde moribond dont les habitants luttaient pour échapper à leur disparition. Les idées de Lowell enflammèrent l'imagination du public. Elles inspirèrent des œuvres telles que La Guerre des mondes, de l'écrivain britannique Herbert George Wells, et entretinrent pendant des décennies l'idée qu'une civilisation pût exister au-delà de la Terre. Elles suscitèrent toutefois aussi le scepticisme. D'autres astronomes ne parvenaient pas à voir ces canaux, ni les oasis, ni le verdissement saisonnier qu'ils décrivaient. Le nouvel observatoire révélait-il des secrets invisibles pour les autres ? Ou bien Lowell projetait-il sur Mars les aspirations et les craintes de sa propre époque ? Il était alors impossible de trancher. Le public devrait attendre près de 70 ans pour obtenir une réponse définitive. La vérité commença à se dévoiler dans les années 60, lorsque l'exploration spatiale fit ses premiers pas au-delà de l'orbite terrestre. La NASA envoya vers Mars une série de sondes robotiques connues sous le nom de programme Mariner. Ces émissaires mécaniques devinrent les premiers voyageurs à orbiter autour d'un autre monde et capturèrent les premières images rapprochées de la surface de Mars. Les photographies, granuleuses et floues, montrèrent un paysage âpre, sillonné de cratères et de cicatrices géologiques. Aucune trace de canaux artificiels ni d'oasis. Aucun signe manifeste d'eau à la surface. Au fil des décennies, de nouvelles missions orbitales, des modules d'atterrissage et des véhicules explorateurs ont progressivement dévoilé l'histoire de la planète rouge. Il n'a jamais existé d'ancienne civilisation martienne, et l'eau liquide avait disparu de sa surface depuis fort longtemps. Mais les recherches ont révélé quelque chose d'également fascinant.
À un moment donné, dans les profondeurs presque insondables du temps géologique, l'eau avait bel et bien été présente sur Mars. Elle avait coulé, façonné le relief, laissé des empreintes que l'on peut encore retracer aujourd'hui dans des vallées et des deltas fossilisés. Tandis que les missions Mariner offraient une perspective nouvelle sur Mars, une autre entreprise spatiale transformait à jamais notre vision de la Terre. En décembre 1972, au cours du voyage vers la Lune de la mission Apollo 17, le dernier alunissage du programme Apollo, l'un des astronautes à bord tourna son appareil photo vers notre planète. Depuis les ténèbres de l'espace, la Terre apparut suspendue dans l'obscurité, sphère bleue et fragile, enveloppée de nuages et d'océans. Pour la première fois, l'humanité contemplait son foyer comme un monde parmi les mondes. L'histoire de la Bille bleue. Foyer de tous les êtres humains qui ont existé, théâtre de chaque histoire jamais racontée. La photographie qui captura ce regard, connue sous le nom de la Bille bleue, devint un symbole d'unité, mais aussi de fragilité. Vue depuis l'espace, la Terre resplendit comme une sphère intensément bleue, ornée de délicats tourbillons de nuages, de calottes polaires lumineuses et de grandes masses de glace flottant comme des miroirs gelés. Face à la Mars sèche et poussiéreuse, teintée de rouge par les oxydes de fer, notre planète semble appartenir à une autre catégorie de monde. C'est une planète océanique exubérante, où l'eau revêt de multiples formes et gouverne chaque recoin du système terrestre. Comment deux corps voisins, formés dans le même environnement cosmique, ont-ils pu évoluer de manière aussi différente? Qu'est-il advenu des anciens océans de Mars? Et d'où provient l'eau qui a fait de la Terre un monde bleu? À quelques 150 millions de kilomètres du Soleil, la Terre tourne dans le vide. Seule planète du système solaire à posséder de l'eau abondante à l'état liquide en surface. Plus de 70% de sa superficie est recouverte par les océans. En certains endroits, les bassins marins plongent jusqu'à près de 10 km de profondeur. Le volume total d'eau océanique est si colossal qu'il suffirait à remplir des centaines de milliers de milliards de piscines olympiques. Mais l'eau ne se cantonne pas aux mers. Elle parcourt les continents sous forme de fleuves qui serpentent comme des cicatrices vives sur la croûte. Elle s'accumule dans des lacs qui reflètent le ciel et modèlent le paysage. Sous nos pieds, de vastes aquifères emmagasinent de l'eau douce qui peut s'infiltrer jusqu'à 2 km dans la roche. Dans les régions polaires et sur les hautes montagnes, des millions de kilomètres cubes demeurent immobilisés dans des calottes glaciaires, des glaciers et des icebergs errants. Elle est aussi présente dans l'atmosphère. Sous forme de vapeur, elle constitue une fraction réduite mais décisive de l'enveloppe gazeuse qui protège la planète. C'est elle qui est responsable de l'humidité enveloppant une nuit tropicale. À plus haute altitude, la vapeur se condense en minuscules gouttelettes maintenues en suspension par des courants ascendants, formant des nuages qui parcourent le ciel. Plus haut encore, ces nuages se figent en cristaux de glace, prêts à amorcer leur descente et à restituer l'eau à la surface sous forme de pluie ou de neige. Notre monde est régi par l'eau. L'évolution de la vie a été guidée par elle. Elle agit comme un lubrifiant profond qui permet la dynamique de la tectonique des plaques, en facilitant le recyclage des roches à l'intérieur de la planète. Sa présence a rendu possible la prospérité de la biosphère pendant des milliards d'années. L'eau n'est pas un simple composant de la Terre, elle est le trait qui la définit. Pourtant, l'origine de cette abondance est loin d'être une histoire simple. C'est une énigme enfouie dans les profondeurs du temps géologique. Ce n'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, que des recherches de pointe commencent à révéler comment l'eau est arrivée sur la planète. Lorsque la Terre était dans son enfance,
Forgée dans le chaos brûlant du système solaire primitif, rien ne garantissait qu'elle deviendrait le monde bleu que nous connaissons aujourd'hui. Un système solaire primitif. Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre prit forme dans une région de l'espace qui, en apparence, était dépourvue des ingrédients nécessaires pour engendrer de l'eau, la substance qui rendrait la vie possible. Le Soleil, nouvellement né, irradiait une énergie féroce, capable de balayer les zones internes du disque protoplanétaire et d'expulser l'hydrogène, l'élément le plus léger et composant essentiel de la molécule d'eau. Sans hydrogène, il ne pouvait exister d'eau. Ainsi, les planètes du système solaire interne naquirent sous la forme de sphères rocheuses, arides et dépourvues de mer. Il est possible qu'une fraction d'eau ait réussi à survivre à cette tourmente primordiale si elle est restée liée chimiquement à de minuscules particules de poussière. À mesure que ces grains se sont agglutinés pour former des embryons planétaires de plus en plus grands, l'eau se serait retrouvée piégée à l'intérieur, liée aux minéraux. Ce n'est qu'après des millions d'années d'activité tectonique, lorsque le manteau s'est agité et que les roches profondes sont remontées vers la surface, que cette eau aurait pu se libérer lentement. Mais une question inévitable se pose. Une quantité aussi phénoménale que celle qui remplit aujourd'hui les océans aurait-elle pu demeurer cachée à l'intérieur de la planète depuis sa naissance ? Certains scientifiques estiment qu'une partie de l'eau terrestre pourrait remonter à ses tout premiers instants, bien que cela n'explique guère toute l'histoire. C'est pourquoi la science cherche l'origine de l'eau bien plus loin. Tandis que le système solaire interne perdait ses composés volatiles, les régions externes conservaient d'immenses réserves. Au-delà de ce que l'on appelle la ligne de neige, les températures étaient suffisamment basses pour que l'hydrogène et l'oxygène se combinent et gèlent en cristaux de glace. Bien que minuscules, ces cristaux se sont accumulés en quantité considérable à l'intérieur d'astéroïdes, de comètes et même au sein de géantes comme Neptune et Uranus. Cependant, ces corps riches en eau gravitaient à des distances colossales, plus de 4 fois la distance séparant la Terre du Soleil. Entre la jeune planète asséchée et ce réservoir glacé s'étendait un abîme d'espace. Pour que leurs trajectoires se croisent, le système solaire devait traverser une phase d'instabilité profonde. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Au premier temps du système solaire, des géantes gazeuses telles que Jupiter et Saturne se sont formées et ont commencé à réajuster leurs orbites au sein d'un environnement chaotique de protoplanètes. Leur gravité immense a altéré des trajectoires et dispersé d'innombrables corps de moindre taille. Lorsque Jupiter a migré vers l'intérieur, puis s'est de nouveau éloigné du Soleil, elle a traversé des régions riches en objets glacés proches de la ligne de neige, les déstabilisant. Certains ont été expulsés dans l'espace profond. D'autres ont entamé de longs périples vers le système solaire interne, se rapprochant dangereusement de la Terre. Beaucoup de ces corps se sont perdus dans l'espace, mais quelques-uns ont suffi à changer le destin de la Terre. Attirés par sa gravité, ils se sont écrasés sur la surface en libérant des énergies colossales. La roche se fragmentait et la glace se transformait en vapeur qui, en refroidissant, se condensait et s'incorporait à la planète. Chaque collision n'a apporté qu'une petite quantité d'eau, mais au fil de millions d'années, la somme a pu être considérable. Si une fraction de ces astéroïdes et comètes riches en glace a atteint la Terre, cela aurait suffi à donner naissance aux océans. De ce bombardement cosmique est née la possibilité d'un monde recouvert d'eau, la scène où, bien plus tard, la vie allait prospérer. Un bombardement de corps célestes. Pendant longtemps, les comètes ont été considérées comme les principaux candidats à avoir apporté l'eau sur la Terre. Étant composées en grande partie de glace, quelques impacts auraient suffi à recouvrir la planète d'océans si elles en avaient véritablement été responsables. Cependant,
Les missions spatiales récentes ont modifié cette conception. L'analyse isotopique de l'eau, sa signature moléculaire, a révélé une donnée capitale. L'eau des comètes étudiées contient une proportion de deutérium différente de celle des océans terrestres. Cette différence chimique est trop significative pour être ignorée. Dans cette enquête, le suspect principal ne correspondait pas aux preuves. En revanche, la glace contenue dans certains astéroïdes présente une signature isotopique beaucoup plus proche de celle de l'eau de nos océans. Tous les indices pointent vers les astéroïdes primitifs, perturbés par l'influence gravitationnelle de Jupiter au début du système solaire, comme la source la plus probable de nos mers. Ce que nous ne savons pas encore avec précision, c'est quand ces produits se transfèrent massifs d'eau. La migration de Jupiter, son déplacement vers l'intérieur puis son éloignement, s'est probablement déroulé au cours des 700 premiers millions d'années du système solaire. Toutefois, ce mouvement a pu déstabiliser les ceintures d'astéroïdes pendant bien plus longtemps, envoyant des projectiles vers l'intérieur pendant des millions d'années supplémentaires. Nous ne conservons pas non plus de roches terrestres datant de ces tout premiers instants. La chaleur et l'activité tectonique ont effacé presque toute trace directe. Il est possible que la majeure partie du bombardement se soit produite après l'impact entre la Terre et la protoplanète Theia. Un choc si violent qu'il aurait fondu la surface et éliminé toute atmosphère primitive, y compris l'eau qui pouvait alors exister. Mais il existe aussi des indices solides d'une phase d'impact postérieure à la formation de la Lune. Il suffit d'observer sa surface aujourd'hui. Le visage criblé de cratères de notre satellite conserve la mémoire d'une période intense de collisions concentrées il y a environ 4 milliards 100 millions à 3 milliards 800 millions d'années. On désigne cette étape sous le nom de grand bombardement tardif. Si la Lune a subi ce châtiment cosmique, la Terre, bien plus massive et dotée d'une gravité plus forte, a dû elle aussi essuyer d'innombrables impacts. Il est possible que ce soit au cours de cette phase finale que l'apport d'eau à notre planète se soit achevé. Il existe en outre un autre indice plaidant en faveur d'une origine extraterrestre pour une partie du matériau de surface de la Terre. La croûte renferme des quantités inattendues de métaux tels que l'or. En conditions normales, lors de la formation de la planète, les éléments lourds auraient dû s'enfoncer vers le noyau, entraînés par le fer en fusion. L'or n'aurait pas dû subsister dans la croûte en proportion significative. Pourtant, il est bien là. Une explication plausible est que ces métaux soient arrivés après que le noyau se fût déjà constitué. Des astéroïdes riches en métaux auraient déposé une fine couche d'éléments précieux, accompagnés de composés volatiles comme l'eau sur la surface déjà solidifiée. Ainsi, la Terre aurait reçu non seulement ses océans, mais aussi une partie de sa richesse minérale depuis l'espace. Bien que l'origine exacte de l'eau reste un sujet d'étude, son évolution ultérieure est mieux comprise. Une fois que les océans se sont étendus sur la surface, l'eau est devenue la force qui façonne le relief et soutient la vie. La zone habitable. La permanence de l'eau ne fut pas le fruit du hasard. La Terre s'est formée à la distance idéale du Soleil, ni trop près ni trop loin. Les astronomes appellent cette région la zone habitable, l'espace où l'eau peut se maintenir à l'état liquide de manière stable. Dans ces conditions, et moyennant de faibles variations de température ou de pression, l'eau peut alterner entre glace, liquide et vapeur avec une relative facilité. Sur un intervalle d'à peine 100 degrés Celsius, l'eau change de phase. Elle peut se solidifier en cristaux de glace ou s'évaporer en un gaz presque imperceptible. Cet écart peut nous sembler large, mais si on le compare aux extrêmes de l'univers, entre la chaleur brûlante des étoiles et le froid absolu de l'espace profond, c'est une coïncidence extraordinaire que notre planète occupe précisément la région où les trois phases peuvent coexister.
Et c'est cette coexistence qui anime la dynamique de la Terre. Après le bombardement qui a apporté l'eau, les processus physiques et chimiques se sont mis en marche. La vapeur accumulée dans l'atmosphère primitive s'est refroidie et condensée en minuscules gouttes suspendues dans le ciel. La surface meurtrie de la planète s'est retrouvée enveloppée d'une dense couverture nuageuse. À l'intérieur de ces nuages, les gouttes se sont unies. Certaines ont gelé, et finalement elles sont tombées. Pour la première fois, la pluie et la neige ont descendu sur une croûte encore chaude, crépitant au contact d'une roche qui continuait de libérer sa chaleur interne. Il est possible que cette première tempête se soit prolongée pendant des milliers d'années, une pluie persistante qui a marqué le début d'une ère nouvelle. L'eau liquide a commencé à couler vers le bas, depuis les sommets volcaniques jusqu'aux dépressions fracturées du terrain. Dans sa descente, elle a lentement érodé la roche, creusant les premiers chenaux. Les creux se sont d'abord remplis comme des flaques, puis comme des lagunes. À mesure que les vallées se comblaient sous un flux constant, les lacs grossissaient et débordaient les uns vers les autres. Lorsque le niveau global a suffisamment monté, les premiers mers et océans sont nés. Alors se sont activées des réactions chimiques profondes entre l'eau nouvellement arrivée et la croûte primitive. L'eau a dissous des minéraux, transporté des ions et engendré de nouveaux composés. La composition de l'atmosphère et des océans a commencé à se transformer. La pluie qui traversait une atmosphère riche en dioxyde de carbone acquérait un caractère acide. Cette pluie acide érodait les roches et libérait des éléments qui, charriés jusqu'à la mer, contribuaient à sa salinité croissante. Dans les régions polaires, où le soleil s'élevait à peine au-dessus de l'horizon et où les hivers se prolongeaient, les températures ont chuté en dessous du point de congélation. Là, l'eau s'est solidifiée en neige. Pendant des milliers d'années, les flocons se sont accumulés jusqu'à former des masses de glace couronnant les montagnes. Ces glaciers ont commencé à se déplacer lentement vers l'aval, broyant la roche sur leur passage. À leur extrémité, la glace fondait et retournait à l'océan global en expansion. Plus près de l'équateur, le panorama était différent. Le soleil haut dans le ciel réchauffait la surface océanique. L'eau s'évaporait, emplissant l'atmosphère de vapeur invisible. Cette vapeur montait, se refroidissait et se condensait à nouveau en nuages. Ainsi, le cycle se refermait pour recommencer aussitôt. Depuis les premiers apports jusqu'à nos jours, les molécules d'eau arrivées il y a des milliards d'années continuent de circuler à travers la planète, passant sans relâche entre la surface, les océans et l'atmosphère. Ce cycle hydrologique anime le climat, modèle le relief et agit comme une force constante qui sculpte lentement la face de la Terre. Le bouclier invisible de la planète. Le climat est gouverné, en dernière instance, par la température qui régule le cycle de l'eau. Reconstituer le climat primitif de la Terre n'est pas une tâche aisée. Au cours de plus de 4 milliards d'années, la planète a traversé des extrêmes, des périodes où la glace a recouvert la quasi-totalité de sa surface et d'autres où même les pôles ne conservaient aucun glacier. Nous ne le savons que grâce aux empreintes inscrites dans les roches, car des premiers chapitres il ne reste presque plus de vestiges. Le soleil brillait avec une intensité moindre à ses débuts. Avec moins d'énergie disponible, la Terre aurait pu être un monde entièrement gelé. Cependant, après l'impact qui forma la Lune, la planète était géologiquement très active. D'immenses volcans libérèrent de grandes quantités de dioxyde de carbone et de méthane, créant une atmosphère dense qui agit comme une couverture thermique. Bien que le soleil fût plus faible, cet effet de serre primitif permit de maintenir un climat chaud et un cycle de l'eau vigoureux sur une croûte encore instable. Tout au long de cette période, l'eau a subsisté.
Elle a gelé lors de glaciations globales, s'est évaporée au cours de phases plus chaudes et a circulé entre les océans, l'atmosphère et la croûte pendant des milliards d'années, s'infiltrant dans les profondeurs par la tectonique et revenant en surface avec le volcanisme. Mais conserver l'eau ne dépendait pas uniquement de la bonne distance au Soleil. Cela dépendait aussi de la taille de la planète. La Terre était suffisamment grande pour retenir sa chaleur interne et maintenir un noyau métallique actif. C'est dans ce fer en fusion en mouvement que se génère le champ magnétique qui protège l'atmosphère du vent solaire et empêche la vapeur d'eau d'être emportée dans l'espace. Mars, beaucoup plus petite, s'est refroidie plus tôt. Son noyau a perdu son dynamisme, son champ magnétique a disparu et son atmosphère s'est retrouvée exposée. Le vent solaire l'a érodée pendant des millions d'années, et avec elle s'est perdue la quasi-totalité de l'eau liquide, ne laissant que de la glace au pôle. Ainsi, un monde qui avait pu posséder des océans a fini par devenir un désert froid et silencieux. L'histoire de la Terre est le résultat d'une combinaison extraordinaire. La distance idéale au Soleil, une taille suffisante pour entretenir un noyau actif, une atmosphère capable de retenir la chaleur, et un passé d'impact extraterrestre qui ont apporté les ingrédients essentiels. De cette chaîne de circonstances est née la planète océanique que nous habitons. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez continuer à explorer l'histoire profonde de notre planète, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun des prochains documentaires. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps géologique. Rendez-vous au prochain épisode.